Dans l'obscurité d'une nuit d'octobre, le vent hurlait contre les fenêtres de l'appartement, comme s'il voulait forcer son chemin dans nos vies. Élodie, assise sur le canapé, sentait son cœur battre à tout rompre, incapable de détourner les yeux de Sogine, sa colocataire, qui riait doucement en feuilletant un vieux carnet de croquis. Ce rire, si léger, si étranger à la tempête qui grondait en elle, allait bientôt tout changer. Élodie, 26 ans, était une Parisienne pure souche, née dans le tumulte de Montmartre, où les artistes et les rêveurs se croisaient à chaque coin de rue. Elle avait grandi avec des pinceaux dans les mains, des toiles vierges comme horizon, et un cœur qui battait trop fort pour les femmes, un secret qu'elle portait comme une armure invisible. Sogine, elle, venait de Séoul, arrivée à Paris il y a 6 mois pour un programme d'échange artistique. À 24 ans, elle était l'incarnation de la grâce coréenne. Réservée, délicate, mais avec une intensité dans le regard qui trahissait une âme bien plus complexe qu'elle ne le laissait paraître. Leur rencontre avait été un hasard. Un appartement partagé trouvé sur une annonce en ligne, mais dès le premier jour, Élodie avait senti une attraction qu'elle s'était juré d'ignorer. Sogine, après tout, était hétéro. Du moins, c'est ce qu'elle affirmait. Ce soir-là, l'appartement était plongé dans une pénombre douce, seulement éclairé par une guirlande lumineuse accrochée au mur. Les deux jeunes femmes partageaient un bol de ramyon, un plat que Sogine avait préparé avec une précision presque rituelle. En Corée, on dit que partager un repas, c'est partager une partie de son cœur, avait-elle murmuré en posant le bol fumant sur la table. Élodie avait souri, mais son esprit était ailleurs, perdu dans la courbe du sourire de Sogine, dans la façon dont ses doigts fins serraient la cuillère. Elle se maudissait intérieurement. Ne tombe pas amoureuse. Elle ne ressent pas la même chose. Pourtant, quelque chose dans l'air ce soir-là semblait différent. Sogine parlait plus librement, ses joues rosies par le vin rouge qu'elles avaient ouvert pour accompagner leur dîner improvisé. Elle racontait des anecdotes de son enfance à Séoul, des pressions familiales pour qu'elle devienne une fille parfaite, des attentes écrasantes d'une société où l'individualité était souvent étouffée. Élodie écoutait, fascinée, mais aussi troublée par la tristesse qui perçait dans la voix de sa colocataire. « Et toi » demanda soudain Sogine, ses yeux sombres fixant Élodie avec une intensité nouvelle. « Pourquoi tu ne parles jamais de toi? De ce que tu ressens vraiment ?» Élodie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait toujours été douée pour esquiver, pour cacher ses émotions derrière un rire ou une plaisanterie. Mais ce soir, sous le regard perçant de Sogine, elle se sentait nue. « Je ne sais pas par où commencer, » balbutia-t-elle. Sogine posa son carnet de croquis et se rapprocha légèrement, ses genoux frôlant ceux d'Élodie sur le canapé. « Commence par la vérité, » murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie voulait parler, dire à Sogine combien elle l'admirait, combien elle rêvait d'elle la nuit, combien elle luttait contre ce désir qui grandissait malgré elle. Mais les mots restaient coincés, prisonniers d'une peur viscérale, celle de briser leur amitié, de repousser Sogine, de dévoiler une part d'elle-même qu'elle avait appris à enfouir. En Corée, avait expliqué Sogine un jour, l'amour entre deux femmes était un sujet tabou, un secret qu'on ne prononçait qu'à voix basse. Élodie craignait que cette vérité ne les sépare à jamais. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Sogine, comme mue par une impulsion, posa sa main sur celle d'Élodie. Ses doigts étaient froids, tremblants, mais ils s'agrippèrent avec une détermination qui fit vaciller le monde d'Élodie. « Je ne suis pas aussi sûr de moi que tu le penses, » chuchota Sogine, sa voix à peine audible. « Parfois, je me demande ce que ça ferait d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de libre. » Élodie retint son souffle. Était-ce une confession, une invitation, ou simplement un moment de vulnérabilité passagère? Elle n'eut pas le temps de répondre. Sogine se leva brusquement, prétextant un besoin de ranger la cuisine, et disparut dans l'ombre de l'appartement. Élodie resta seule, le cœur en désordre, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, le vent continuait de hurler dehors, mais une autre tempête se déchaînait dans l'appartement. Élodie, allongée dans son lit, fixait le plafond, incapable de dormir. Chaque mot de Sogine tournait en boucle dans son esprit. Commence par la vérité. Elle ferma les yeux, essayant de chasser l'image de sa colocataire, mais celle-ci revenait sans cesse, plus vive, plus troublante. Puis,
Un bruit. Le craquement du parquet. Élodie ouvrit les yeux, le cœur battant. La porte de sa chambre s'entr'ouvrit, laissant apparaître la silhouette de Sojin dans l'embrasure. Elle portait un simple t-shirt blanc et un short, ses cheveux tombant en désordre sur ses épaules. Sans un mot, elle s'approcha du lit d'Élodie, hésitante, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. « Je ne veux pas être seule ce soir », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Élodie, figée, ne savait que répondre. Elle sentit le matelas s'affaisser légèrement lorsque Sojin s'assit à ses côtés, puis, sans un mot de plus, se glissa sous les draps. Leur proximité était électrique, chaque souffle, chaque mouvement chargé d'une tension insoutenable. Élodie pouvait sentir la chaleur du corps de Sojin, son parfum léger de jasmin, et son propre cœur menaçait d'exploser. « Pourquoi tu fais ça ?» murmura Élodie, sa voix rauque d'émotion. Sojin ne répondit pas immédiatement. Elle se tourna vers elle, ses yeux brillants dans la pénombre, et murmura « Parce que, pour la première fois, je veux être honnête. Avec toi. Avec moi-même. » Ce moment marqua un tournant. Une ligne invisible venait d'être franchie, et aucune des deux ne pouvait plus faire semblant. La nuit qui suivit fut un mélange de confessions chuchotées, de silences lourds de sens, et d'un désir qu'elles avaient toutes deux trop longtemps nié. Mais au-delà de la passion, une question planait. Comment leur amour pourrait-il survivre dans un monde où Sojin portait encore le poids des attentes de sa culture, et où Élodie luttait pour se libérer de ses propres insécurités? Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les rideaux, Sojin était toujours là, endormie dans les bras d'Élodie. Pour la première fois, elle ne semblait plus jouer un rôle. Mais Élodie savait que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches, un chemin où l'amour, aussi fort soit-il, devrait affronter des vérités douloureuses. Les jours qui suivirent cette nuit furent comme un rêve fragile, prêt à se briser au moindre faux pas. Élodie et Sojin naviguaient dans un espace étrange, entre une intimité nouvelle et une peur constante de tout gâcher. Chaque regard, chaque geste semblait chargé d'une signification nouvelle, mais aussi d'une incertitude pesante. Élodie, habituée à cacher ses sentiments, se surprenait à sourire sans raison, à chercher la présence de Sojin dans l'appartement dès qu'elle rentrait de ses cours à l'école des beaux-arts. Sojin, de son côté, semblait plus réservée, comme si elle oscillait entre l'élan qui l'avait poussée dans le lit d'Élodie et une retenue ancrée dans des années de conditionnement. Elle parlait moins, mais ses gestes, un effleurement de la main, un sourire timide trahissaient ce qu'elle n'osait pas dire. Un après-midi, alors qu'elle partageait un café dans un petit bistrot près de la Seine, Sojin rompit le silence. « En Corée, on ne parle pas de ce genre de choses, » dit-elle, son regard fixé sur sa tasse. « Ma famille, ils ont des attentes. Un mariage, des enfants, une vie toute tracée. Si je leur disais la vérité, je ne sais pas s'ils m'accepteraient encore. » Élodie sentit son cœur se serrer. Elle voulait tendre la main, la rassurer, mais elle craignait de briser la fragilité de l'instant. « Et toi, tu veux quoi ?» demanda Élodie, sa voix douce mais ferme. Sojin leva les yeux, surprise par la question. Pendant un long moment, elle ne répondit pas, comme si elle cherchait la réponse au fond d'elle-même. Puis, elle murmura « Je veux être libre. Mais je ne sais pas comment. » Ce soir-là, elles se promenèrent le long des quais, main dans la main, un geste audacieux pour Sojin, qui jetait des regards nerveux autour d'elle, comme si elle craignait d'être vue. Élodie, elle, savourait chaque seconde, même si une petite voix lui rappelait que leur bonheur était précaire. À Paris, elle pouvait se permettre une certaine liberté, mais Sojin devrait bientôt rentrer à Séoul. Que deviendrait leur histoire alors? Leur relation prit une tournure plus profonde lorsqu'elles commencèrent à partager davantage de leur passé. Élodie raconta à Sojin ses premiers amours, des flirts adolescents qu'elle avait dû cacher à ses amis, la douleur de se sentir différente dans une société qui, malgré ses airs progressistes, jugeait encore. Sojin, elle, parla de son adolescence à Séoul, des attentes écrasantes de ses parents, de son frère aîné qui avait suivi le chemin parfait et dont elle enviait parfois la simplicité. « Je dessinais pour m'échapper », avoua-t-elle. « Mes croquis, c'était ma liberté. » Un soir, Sojin montra à Élodie un carnet qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Les pages étaient remplies de dessins délicats, des paysages coréens, des portraits, mais aussi des esquisses abstraites,
pleine de lignes tourbillonnantes et de couleurs sombres, comme une tempête intérieure. « C'est toi », dit Sojin en pointant un dessin d'une silhouette féminine, les cheveux flottant au vent. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas seulement un dessin, c'était une déclaration. Mais leur bulle de bonheur fut bientôt menacée. Un appel de la mère de Sojin changea l'atmosphère. Élodie, qui comprenait un peu de coréen grâce aux leçons informelles de Sojin, perçut la tension dans la voix de sa colocataire. « Elle veut que je rentre pour les fêtes », expliqua Sojin après avoir raccroché. « Elle parle déjà de me présenter quelqu'un d'un homme. » Élodie sentit une colère sourde monter en elle, non pas contre Sojin, mais contre un monde qui imposait de telles chaînes. « Et si tu disais non ?» suggéra Élodie, plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Sojin secoua la tête, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas si simple. Tu ne comprends pas en Corée, la famille, c'est tout. Si je les défie, je perds tout. » Ce soir-là, pour la première fois, elles se disputèrent. Élodie, blessée par ce qu'elle percevait comme un recul de Sojin, laissa échapper des mots durs. « Si tu ne peux pas être toi-même, alors qu'est-ce qu'on fait ici ?» Sojin, en pleurs, quitta l'appartement, laissant Élodie seule avec ses regrets. La nuit fut longue, et Élodie se demanda si elle avait tout gâché. Le lendemain, Sojin revint, les yeux rougis mais déterminés. « Je ne veux pas te perdre, » dit-elle simplement. « Mais j'ai besoin de temps. » Élodie hocha la tête, le cœur lourd mais plein d'espoir. Elles s'enlacèrent, conscientes que leur amour, aussi fort soit-il, devrait affronter des obstacles bien plus grands que leurs propres doutes. Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de tension. Élodie et Sojin apprenaient à naviguer dans leur relation naissante, faite de moments volés et de conversations profondes. Mais la réalité, comme une ombre persistante, ne cessait de les rattraper. Sojin recevait de plus en plus d'appels de sa famille, chacun semblant resserrer l'étau autour de son cœur. Un soir, alors qu'elles préparaient un dîner ensemble, un mélange improbable de crêpes françaises et de kimchi coréen, Sojin sembla particulièrement distante. Élodie, sentant l'orage approcher, tenta de détendre l'atmosphère. « Tu sais, si on continue comme ça, on va ouvrir un restaurant franco-coréen, » plaisanta-t-elle. Sojin esquissa un sourire, mais ses yeux restaient voilés. « Ma mère m'a envoyé une photo aujourd'hui, » dit-elle enfin, posant son couteau. « Un homme. Il s'appelle Minho. Il est avocat, apparemment parfait pour moi, selon elle. » Élodie sentit une vague de jalousie l'envahir, mais elle se força à rester calme. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle, bien que la réponse lui fasse peur. Sojin soupira, ses épaules s'affaissant. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est ce qu'ils attendent de moi. Une vie stable, un mariage, des enfants. Tout ce que je ne suis pas sûr de vouloir. » Elle marqua une pause, puis ajouta, presque dans un souffle, « Pas avec un homme, en tout cas. » Ces mots, bien que murmurés, frappèrent Élodie comme une révélation. Pour la première fois, Sojin semblait reconnaître, même timidement, ce qu'elle ressentait vraiment. Élodie tendit la main et serra celle de Sojin, un geste simple mais chargé de promesses. « Tu n'es pas obligé de suivre leur chemin, » dit-elle doucement. « Tu peux choisir le tien. » Mais choisir était plus facile à dire qu'à faire. Sojin expliqua à Élodie la pression écrasante de la culture coréenne, où l'honneur familial et les attentes sociales pesaient plus lourd que les désirs personnels. Elle raconta comment, adolescente, elle avait vu une amie d'école être rejetée par sa famille après avoir avoué son homosexualité. « Elle a disparu de ma vie, » murmura Sojin, les yeux brillants de larmes. « Je ne veux pas que ça m'arrive. » Élodie, bien que bouleversée, ne pouvait pas pleinement comprendre. En France, malgré les défis, elle avait toujours eu une certaine liberté, un espace pour être elle-même. Elle voulait aider Sojin, mais elle se sentait impuissante face à un monde si différent du sien. « On trouvera un moyen, » promit-elle, même si elle n'était pas sûre de savoir comment. Leur relation, cependant, continuait de s'épanouir dans les petits moments. Elles passaient des soirées à dessiner ensemble, Élodie apprenant à Sojin des techniques de peinture à l'huile, tandis que Sojin lui enseignait l'art délicat de la calligraphie coréenne. Ces instants, où elles partageaient leur passion,
semblait suspendre le temps, leur offrant un refuge contre les incertitudes. Mais un événement allait bientôt bouleverser leur fragile équilibre. Une amie de Sojin, Ji-won, une autre étudiante coréenne à Paris, les invita à une soirée dans un bar du Marais. Élodie, enthousiaste à l'idée de sortir, remarqua que Sojin semblait réticente. « Ji-won est traditionnelle, expliqua-t-elle. Elle pourrait ne pas comprendre nous. Élodie, déterminée à montrer à Sojin qu'elle pouvait être elle-même, insista pour y aller. La soirée commença bien, avec des rires et des conversations animées. Mais lorsque Ji-won surprit Élodie et Sojin en train de se tenir la main sous la table, son expression changea. « Sojin, tu es sérieuse ?» demanda-t-elle, un mélange de surprise et de désapprobation dans la voix. Sojin, rouge de honte, retira sa main, laissant Élodie avec une sensation de vide. Le trajet de retour fut silencieux. Élodie, blessée, ne savait comment briser la tension. « Je ne peux pas faire ça si tu as honte de moi », lâcha-t-elle enfin, incapable de contenir sa frustration. Sojin, les larmes aux yeux, répondit « Ce n'est pas de toi dont j'ai honte. C'est de moi. De ne pas être assez courageuse. » Cette nuit-là, elles dormirent chacune de leur côté, un mur invisible dressé entre elles. Élodie se demanda si leur amour pouvait survivre à la peur de Sojin, tandis que Sojin, seule dans sa chambre, fixait un dessin d'Élodie qu'elle avait accroché au mur, se demandant si elle aurait un jour la force de choisir son propre bonheur. La distance entre Élodie et Sojin s'installa comme une brume froide, difficile à dissiper. Les jours suivants, elles se parlaient à peine, leurs interactions réduites à des politesses de colocataires. Élodie, blessée par le silence de Sojin, se jetait dans son art, peignant des toiles sombres, pleines de bleu profond et de rouge tourmenté. Sojin, de son côté, passait des heures au téléphone avec sa famille, ses conversations en coréen ponctuées de soupirs et de silences lourds. Un soir, alors qu'Élodie rentrait d'un cours, elle trouva Sojin assise sur le canapé, un billet d'avion à la main. « Je rentre à Séoul dans 2 semaines, » annonça-t-elle sans lever les yeux. « Ma mère insiste. Elle dit que c'est important pour la famille. » Élodie sentit son monde vaciller. « Et nous ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sojin ne répondit pas, mais ses mains tremblaient, trahissant son tumulte intérieur. Cette nuit-là, Élodie ne put dormir. Elle se leva et alla frapper à la porte de Sojin, déterminée à ne pas laisser leur histoire s'éteindre sans se battre. « Parle-moi, » supplia-t-elle. « Ne me laisse pas dans le noir. » Sojin, les yeux rougis, la laissa entrer. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle. « Je t'aime, Élodie. Mais j'ai peur. Peur de perdre ma famille, ma culture, tout ce qui fait qui je suis. » Élodie, émue par cet aveu, s'assit à ses côtés. « Tu ne perdras pas qui tu es en étant toi-même, » dit-elle doucement. « Ta culture, ta famille, elles font partie de toi, mais elles ne te définissent pas entièrement. Tu as le droit d'aimer qui tu veux. » Sojin pleura, ses larmes tombant sur les mains d'Élodie, qui les serra fort. Ce moment de vérité les rapprocha à nouveau. Elles passèrent la nuit à parler, à partager leurs peurs et leurs espoirs. Sojin confia à Élodie qu'elle avait toujours su, au fond d'elle, qu'elle était attirée par les femmes, mais qu'elle avait enfoui ce sentiment par peur du rejet. Élodie, de son côté, parla de sa propre lutte pour s'accepter, des années passées à se cacher avant de trouver le courage d'être elle-même. Le lendemain, elles décidèrent de profiter du temps qui leur restait. Elles visitèrent des musées, se promenèrent dans les jardins de Paris et partagèrent des moments de tendresse qui semblaient défier le temps. Mais la date du départ de Sojin approchait, et avec elle, une question inévitable. Que deviendrait-elle? Un soir, alors qu'elle regardait un film coréen sur le canapé, Sojin posa sa tête sur l'épaule d'Élodie. « Si je reste, est-ce que tu seras là pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Élodie, le cœur battant, répondit « Toujours ». Mais la réalité n'était pas si simple. Une lettre arriva de Séoul, écrite par la mère de Sojin. Elle parlait d'un mariage arrangé, d'un avenir tout tracé. Sojin, en la lisant, sembla se fermer à nouveau. Élodie, désespérée, décida qu'il était temps de prendre un risque.
Elle invita Sojin à une exposition d'art où elle avait secrètement soumis une toile, un portrait de Sojin, vibrant de couleurs et d'émotions. À l'exposition, Sojin resta figée devant le tableau. « C'est ainsi que je te vois », murmura Élodie. « Libre, belle, entière. » Les larmes aux yeux, Sojin embrassa Élodie devant tout le monde, un geste audacieux qui fit taire ses propres doutes, ne serait-ce que pour un instant. Mais alors que le départ de Sojin approchait, une nouvelle tension émergea. Ji-won, l'amie coréenne, avait parlé à d'autres étudiants de leur relation, et des rumeurs commençaient à circuler. Sojin, terrifiée à l'idée que sa famille l'apprenne, devint distante à nouveau, laissant Élodie dans une incertitude déchirante. Les derniers jours avant le départ de Sojin furent un tourbillon d'émotions. Élodie oscillait entre l'espoir et le désespoir, tandis que Sojin semblait lutter contre une tempête intérieure. Chaque regard, chaque mot semblait chargé d'un poids insupportable, comme si elle savait que leur temps ensemble touchait à sa fin. Un soir, alors qu'elle dînait dans leur petit appartement, Sojin brisa le silence. « J'ai parlé à ma mère, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je lui ai dit que je ne voulais pas rencontrer cet homme, que je voulais rester à Paris pour moi. » Élodie, surprise, sentit son cœur s'emballer. « Et elle a dit quoi ?» demanda-t-elle, redoutant la réponse. Sojin baissa les yeux. Elle était furieuse. Elle m'a dit que je trahissais la famille, que je devais rentrer et faire mon devoir. Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais pour la première fois, je me suis sentie forte. Parce que je pensais à toi. » Élodie, émue, tendit la main pour prendre celle de Sojin. « Tu n'es pas obligé de choisir entre ta famille et toi-même, » dit-elle. « On peut trouver un moyen. Ensemble. » Sojin esquissa un sourire triste. « Je veux y croire. Mais c'est tellement dur. » Les jours suivants, elles décidèrent de vivre pleinement chaque instant. Elles passèrent une journée à Montmartre, où Élodie montra à Sojin les coins secrets qu'elle aimait, les petites ruelles où elle avait grandi. Sojin, fascinée, prenait des photos et dessinait dans son carnet, capturant chaque moment comme pour le graver dans sa mémoire. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Une nuit, Sojin reçut un appel de son frère, qui lui annonça que leur mère menaçait de couper tout contact si elle ne rentrait pas. « Elle dit que je suis une honte », murmura Sojin, en larmes. Élodie, le cœur brisé, la serra dans ses bras, cherchant des mots qui pourraient apaiser sa douleur. « Tu n'es pas une honte, » dit-elle fermement. « Tu es courageuse. Tu es toi. Et je t'aime pour ça. » Ces mots, prononcés avec une conviction profonde, semblèrent donner à Sojin une lueur d'espoir. Elle embrassa Élodie, un baiser empreint de désespoir et de détermination. Le lendemain, Sojin prit une décision audacieuse. Elle envoya un courriel à sa mère, expliquant qu'elle avait besoin de temps pour trouver sa propre voie. Elle ne mentionna pas Élodie directement, mais elle parla de son désir de vivre authentiquement, de suivre son cœur. Élodie, en lisant le brouillon, sentit une vague de fierté l'envahir. « Tu es incroyable », murmura-t-elle. Mais la réponse de la mère de Sojin fut brutale. Elle lui ordonna de rentrer immédiatement, menaçant de couper tout soutien financier. Sojin, bien que dévastée, refusa de céder. « Je ne peux pas vivre une vie qui n'est pas la mienne, » dit-elle à Élodie. « Mais je ne sais pas comment faire sans eux. » Élodie, déterminée à soutenir Sojin, proposa une solution. « On peut trouver un moyen. Tu peux rester ici, chercher du travail, demander une bourse. Je serai là, à chaque étape. » Sojin, ému, hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une peur persistante. À mesure que la date du départ approchait, leur amour devint plus intense, comme si elle voulait défier le temps lui-même. Elles passaient leurs nuits enlacées, partageant des rêves et des promesses. Mais une question restait sans réponse. Sojin aurait-elle la force de rester, ou le poids de sa famille l'emporterait-il? La dernière semaine avant le départ prévu de Sojin fut une course contre la montre. Élodie et Sojin cherchaient désespérément des solutions pour permettre à Sojin de rester à Paris. Elles explorèrent des options de bourse, de petits boulots, et même la possibilité de prolonger son visa d'étudiante. Chaque démarche était une lueur d'espoir, mais aussi un rappel de la précarité de leur situation.
Un soir, alors qu'elles étaient assises à une table encombrée de formulaires et de tasses de thé, Sojin prit la main d'Élodie. « Si je reste, ce sera pour nous, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Mais je veux que tu saches à quel point c'est difficile. En Corée, choisir l'amour, c'est parfois choisir l'exil. » Élodie, émue, serra sa main plus fort. « Alors on sera exilés ensemble, » répondit-elle, un sourire déterminé aux lèvres. Mais la pression familiale ne faiblissait pas. Le frère de Sojin appela à nouveau, cette fois avec un ultimatum. Si elle ne rentrait pas, elle serait rayée de l'héritage familial. Sojin, bien que bouleversée, refusa de céder. « Je ne peux pas vivre pour eux, » dit-elle à Élodie. « Pas si ça veut dire te perdre. » Cette déclaration marqua un tournant. Pour la première fois, Sojin semblait prête à affronter les conséquences de ses choix. Elle commença à s'ouvrir davantage, à parler de ses rêves, de son désir de devenir une artiste reconnue, de vivre une vie où elle pourrait être elle-même. Élodie, inspirée par ce courage, décida de l'aider à organiser une petite exposition de ses dessins, une façon de montrer au monde qui elle était vraiment. L'exposition eut lieu dans une petite galerie du Marais, un espace prêté par un ami d'Élodie. Les dessins de Sojin, vibrants et pleins d'émotion, attirèrent l'attention de plusieurs amateurs d'art. Élodie, rayonnante de fierté, regardait Sojin expliquer ses œuvres à des inconnus, son visage illuminé par une confiance nouvelle. Pour la première fois, Sojin semblait à sa place, libre de ses chaînes. Mais le passé ne se laissait pas oublier si facilement. Ji-won, l'amie coréenne, fit une apparition inattendue à l'exposition. Elle s'approcha de Sojin, le visage fermé. « Tu penses vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de mépris. « Tu crois que tu peux juste ignorer ta famille, ta culture, pour ça ?» Elle jeta un regard dédaigneux à Élodie, qui sentit la colère monter en elle. Sojin, cependant, ne se laissa pas intimider. « Oui, je le pense, » répondit-elle, sa voix ferme. « Parce que pour la première fois, je me sens vivante. » Ji-won, décontenancée, quitta la galerie sans un mot de plus. Élodie, bouleversée par le courage de Sojin, l'enlaça, indifférente au regard des autres. Ce soir-là, de retour à l'appartement, elles firent l'amour avec une intensité nouvelle, comme si elles scellaient un pacte. « Je reste, » murmura Sojin, ses lèvres contre celles d'Élodie. « Pour toi, pour moi, pour nous. » Élodie, les larmes aux yeux, savait que ce n'était que le début d'un combat, mais pour la première fois, elle croyait en leur avenir. Le jour où Sojin aurait dû prendre l'avion pour Séoul arriva, mais elle était toujours là, dans leur petit appartement parisien, entourée des toiles d'Élodie et de ses propres dessins. Sa décision de rester avait été un acte de courage monumental, mais elle savait que les conséquences ne tarderaient pas à se manifester. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et d'incertitude. Sojin trouva un petit travail dans une librairie coréenne à Paris, tandis qu'Élodie continuait ses études tout en vendant quelques-unes de ses toiles. Elles vivaient modestement, mais chaque moment passé ensemble semblait valoir tous les sacrifices. Un soir, alors qu'elles dînaient sur leur petit balcon, Sojin reçut un courriel de son frère. Il contenait une lettre de leur mère, la première depuis des semaines. Les mots étaient durs, mais il y avait une lueur d'espoir. Sa mère demandait à lui parler, à comprendre. « Elle ne me pardonne pas encore, » dit Sojin, les larmes aux yeux. « Mais peut-être qu'un jour. » Élodie, émue, serra Sojin dans ses bras. « On a tout le temps du monde, » murmura-t-elle. Elle savait que leur chemin serait semé d'embûches, les jugements, les distances culturelles, les incertitudes financières. Mais elles avaient quelque chose de plus fort, un amour qui les avait poussées à se battre, à se choisir, à se libérer. Leur histoire ne se termina pas par un conte de fées, mais par une vérité plus profonde. Sojin apprenait à concilier son identité coréenne avec son amour pour Élodie, tandis qu'Élodie découvrait la force de soutenir quelqu'un dans ses combats les plus intimes. Ensemble, elles construisaient un avenir incertain mais authentique, un avenir où elles pouvaient être elles-mêmes. Un an plus tard, lors d'une nouvelle exposition, Sojin présenta une œuvre qui fit sensation, un dessin d'elle et Élodie, enlacées sous un ciel étoilé,
avec des touches de couleurs coréennes et françaises entrelacées. En dessous, une simple inscription « Libre ensemble ». C'était leur histoire, leur victoire, et le début d'un voyage qu'elles continueraient, main dans la main, quoi qu'il arrive.